Aladin et la lampe merveilleuse. Quelque part en Afrique vivait un puissant magicien qui possédait d'innombrables trésors, obtenus par magie. Un jour, qu'il était assis devant ces étranges instruments, grâce auxquels il pouvait voir le futur, il vit dans un tourbillon de fumée quelque chose qui lui coupa le souffle. Dans une ville lointaine vivait un jeune garçon, Aladin, qui possédait sans le savoir un très grand pouvoir magique. Plus encore, enterré dans une cave sous une colline hors les murs de la ville, se trouvait le plus merveilleux trésor qui soit au monde. Ce n'était pas tout. Dans la même cave se trouvait une vieille lampe qui pouvait exaucer tous les désirs de celui qui la possédait. Aladin et Aladin seulement pouvaient se rendre maître du trésor et de la lampe. Le magicien, fasciné par ce qu'il avait vu, revint subitement sur terre. « Ne suis-je pas un grand magicien ?» se dit-il. « Je ne vais certainement pas laisser un tel trésor entre les mains de cet ignorant. » En hâte, il se déguisa en religieux et frottant l'anneau magique qu'il avait au doigt, dit « Conduis-moi dans la ville d'Aladin. » En un éclair, il fut dans la rue où Aladin jouait avec ses compagnons. Dès qu'il le reconnut, le magicien appela le jeune garçon. « Aladin, mon cher Niveau, viens que je t'embrasse. Cela fait si longtemps que je te cherche. » Aladin, le regardant avec étonnement, répondit « Je ne vous connais pas. Ma mère ne m'a jamais parlé d'un oncle, et mon regretté père ne m'avait de savait parler d'un frère. » « Mon pauvre enfant, dit en pleurant le magicien, cela fait si longtemps que je n'ai pas vu ton cher père, et ils me font apprendre maintenant qu'il est mort, mon cher enfant. » Continua-t-il. « Par amour pour ton défunt père, je veux apprendre en charge ton éducation et faire de toi une personne respectable, car je vois à tes vêtements que ta mère a bien du mal à vous faire vivre. »« Mon oncle, dit Aladin, ma mère en effet n'est qu'une pauvre ouvrière. Allons la trouver pour lui annoncer la bonne nouvelle. » Tout d'abord, la pauvre veuve ne voulait pas croire le mystérieux étranger, mais elle se radoucit quand il lui donna 10 pièces d'or afin qu'il achète des vêtements à son fils. Mais seulement les plus beaux, précisa-t-il avant de s'en aller. Car si Aladin doit devenir riche et puissant, il doit être vêtu en conséquence. J'en jugerai par moi-même demain, car dès le lever du jour, je le prendrai à ma charge. La mère d'Aladin employa les 10 pièces d'or à l'achat des plus beaux et des plus fins vêtements qu'il peut trouver. Le matin suivant, quand l'étranger revint, Aladin l'attendait, vêtu aussi somptueusement que les enfants du plus riche de la ville. « Parfait !» approuva le magicien. « Maintenant, allons, il n'y a plus de temps à perdre. » Et le mena dans de splendides jardins, pleins de fleurs merveilleuses qui embaumaient. Leurs pétales multicolores se reflétaient dans les pièces d'eau, bordées de mosaïques et de fontaines. Ils se reposèrent sur une pelouse douce comme du velours et écoutèrent le chant des oiseaux. Aladin n'avait jamais rien vu ni entendu d'aussi beau,
même dans ses rêves. Quand le magicien vit Aladin aussi émerveillé, il se frotta les mains. Son plan devait réussir. Je vais te faire voir des choses extraordinaires et inconnues de tous les mortels, des richesses que personne n'a jamais vues, promit-il, alors qu'ils approchaient de la colline sous laquelle était enfoui le trésor. Le magicien commença à mesurer le sol, puis il s'arrêta. Ayant allumé un feu de quelques brindilles, il y jeta une poignée d'encens. Bientôt, il n'y eut plus qu'un épais nuage de fumée. « Regarde à travers la fumée, » dit le magicien, lui montrant le sol. Aladin, surpris, découvrit une trappe pourvue d'un anneau en fer. « Tu vas soulever cette trappe et descendre dans les profondeurs de la terre, » murmura le fou oncle. « Tu passeras par des couloirs, des salles, des jardins. Tout ce que tu pourras prendre sur le chemin sera à toi. La seule chose que je désire est une lampe qui est accrochée dans une des salles. » Avec plaisir, mon oncle, dit Aladin. Mais pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi? Je reste ici pour veiller sur ta sécurité, dit le magicien. Maintenant, vas-y. Aladin attrape l'anneau et soulève la trappe avec tant de facilité que le magicien est suffoqué. Le jeune garçon arrive à un passage obscur après avoir traversé de grandes salles pleines d'or, d'argent, de diamants, de perles et d'autres pierres précieuses. Sans le savoir, il a découvert le plus riche trésor du monde. Il continue d'avancer et arrive à un jardin merveilleux. Les arbres ploient tant leurs branches sont chargées de fruits. Mais ce ne sont pas des fruits ordinaires. Leur éclat est éblouissant. De chaque branche tombent des diamants, des perles, des rubis d'un rouge intense, des améthystes, des émeraudes et des saphirs. Les pétales des fleurs sont d'or fin et dignes d'orner la tête d'une princesse. Dans une niche est accrochée la lampe. Elle est vieille, poussiéreuse et éclaire faiblement. Aladin la décroche avec précaution, éteint la flamme, jette l'huile et prend le chemin de retour. Alors seulement il prend le temps d'admirer les richesses qui l'entourent et d'en remplir ses poches. Le magicien l'attend dans la plus grande impatience. Quand il le voit, il crie « Que de temps il t'a fallu! Viens maintenant, passe-moi la lampe et je t'aiderai à sortir. »« Je ne peux pas, mon oncle, elle est trop lourde. Aidez-moi d'abord à sortir, » bégait Aladin. Mais le magicien n'a pas la moindre attention de l'aider. Il veut la lampe pour ensuite se débarrasser du jeune garçon. Il insiste, tour à tour doux et menaçant, mais en vain. Aladin essaye encore et encore, mais il ne peut réussir à soulever la lampe jusqu'à l'ouverture. Alors le magicien entre dans une fureur épouvantable. « Ingrat !» hurle-t-il, « je vais te donner une leçon. » Et à ces mots,
il jette une seconde poignée d'encens dans le feu, tout en marmonnant des paroles magiques dans une langue inconnue. La dalle de pierre se met à bouger et lentement recouvre l'ouverture. Puisque je ne peux pas avoir cette lampe, tu peux mourir. Personne ne viendra te chercher là, dit-il avec un rire mauvais. Puis il frotte l'anneau magique et disparaît. Aladdin est tout seul dans l'obscurité. Comment aurait-il pu penser que son oncle le traiterait aussi cruellement? Il l'appelle au secours, mais personne ne peut l'entendre et il ne peut sortir de là sans aide. Il remonte les couloirs, les salles, jusqu'au jardin merveilleux, cherchant une issue éventuelle. Mais rien. Désespéré, il revient au point de départ et se laissant tomber dans un coin. Il pleure silencieusement. Puis, il se met à prier. Comme il prie, ses doigts accrochent la vieille lampe et soudain, un génie à la figure énorme se matérialise devant lui. « Maître, vous m'avez appelé? Que désirez-vous » demande-t-il à Aladdin. « Emmène-moi auprès de ma mère » ordonne le jeune garçon. Abasourdi, et avant d'être revenu de son étonnement, il se trouve devant la porte de sa maison. Il raconte ses aventures à sa mère, qui convient avec lui que la lampe renferme un pouvoir magique et ils comprennent alors pourquoi le magicien est tenait tant. Aladdin est fou de joie. Fini la pauvreté et les privations. Et joignant le geste à la parole, il fait de nouveau apparaître le génie auquel il commande à dîner. Le génie disparaît un instant et reparaît chargé d'une bassine et de 12 plats d'argent, chacun rempli de mets plus délicats les unes que les autres. Le génie apporte également du vin et des fruits délicieux qu'il place devant Aladdin et sa mère. Cette dernière ne peut en croire ses yeux et tremble de crainte. « Jette cette lampe, mon fils, elle est ensorcelée et ne nous apportera que des ennuis. Mais c'est elle qui m'a libéré de cette trappe dans laquelle mon prétendu oncle m'avait enfermé. » proteste Aladdin en commençant à manger. Pourtant, sa mère ne cesse de s'inquiéter et de trembler. Pour lui faire plaisir, Aladdin promet de cacher la lampe dans un endroit sûr et de chercher un travail honnête. Puis, tous deux décident de vendre les plats d'argent et ainsi de vivre un certain temps confortablement. Pendant la journée, Aladdin va de marché en marché, regardant travailler les orfèvres et les commerçants en essayant d'apprendre quelque chose. Un jour, il décide d'ouvrir lui-même un commerce, emportant avec lui les pierres précieuses qu'il a ramenées du jardin merveilleux. Il quitte la maison. Il a à peine fait quelques pas qu'il entend les trompettes du messager du sultan. « Rentrez chez vous !» crie celui-ci. « Fermez portes et fenêtres. La princesse Badroulboudour, fille du sultan, va passer. Elle ne doit
être vu. Si quelqu'un désobéit à cet ordre, il aura la tête coupée. Aladin a souvent entendu parler de la beauté de la princesse et il brûle d'envie de la voir. Inconscient du danger, il se cache donc derrière une porte et attend qu'il passe. En effet, la princesse est la plus belle brune que l'on peut voir au monde. Elle éclipse par sa beauté toutes les servantes qui l'entourent. Quand il passe devant la porte derrière laquelle se cache Aladin, le vent soulève légèrement son voile, découvrant ainsi un visage dont la perfection le fait trembler d'émotion. Une fois la princesse passée, il reprend ses pierres précieuses et rentre en courant chez lui. Il a toujours devant ses yeux la vision de la princesse et bien que sa raison sache que c'est pure folie, son cœur déborde d'amour. Il ne peut plus ni manger ni dormir. Sa mère le remarque et lui en demande la raison. « Elle a mon fils », se lamente-t-elle lorsqu'il lui raconte son tourment. « La fille de sultan n'est pas pour quelqu'un comme toi. Quel que soit ton amour pour elle, mon fils, il n'y faut plus penser. Ma fortune peut égaler celle de sultan, rétorque Aladin. J'ai beau n'être que le fils d'un pauvre tailleur, je suis sûr que le sultan ne possède pas de pierres précieuses comparables aux miennes. Aladin dispose ses pierres précieuses dans le bassin d'argent et ajoute « Chère mère, vous allez vous présenter au sultan et demander pour moi la main de la princesse. Prenez ces joyaux et offrez-les au sultan. Ne me refusez pas cette faveur. Je vous en supplie, ou je mourrai de chagrin. » Il n'y a rien qu'une mère ne ferait pour son fils. La mère d'Aladin prend donc le bassin plein de joyaux et courageusement se rend au palais. Après avoir franchi d'innombrables portes, elle arrive au divan, pièce immense où se trouvent les nobles, les vizirs, les juges de la cour. Au centre de la pièce trône le sultan en personne, écoutant les requêtes de ses sujets. Quand il le voit, la mère d'Aladin se sent défaillir et elle veut rebrousser chemin, mais le sultan la remarque. « Faites venir cette femme, je suis curieux de savoir ce qu'elle désire, » dit-il à son grand vizir. Une fois devant lui, la mère d'Aladin se prosterne, baisse le tapis qui couvre les marches du trône et dit « Avant d'exposer à Sa Majesté le sujet extraordinaire qui me fait paraître devant son trône, je la supplie de me pardonner la hardiesse de la demande que je viens lui faire. Relève-toi, bonne femme, répond gentiment le sultan. Quoi que ce puisse être, je te le pardonne, dis à présent, et il ne t'arrivera pas le moindre mal, parle hardiment. J'ai un fils nommé Aladin, commence-t-elle, et d'une voix tremblante, elle raconte comment son fils, bien que ce soit interdit, a vu la princesse et devant sa beauté incomparable, en est tombé follement amoureux. Et je suis venu ici pour demander à Sa Majesté la main de sa fille pour mon fils.
Et qu'est-ce qui te permet de penser qu'il est digne de ma fille? Questionne le roi amusé. Il vous envoie ce présent, répond bravement la mère d'Aladin en découvrant le bassin d'argent. Un murmure d'admiration parcourt l'assemblée. Le sultan, revenu de son étonnement, se penche vers son grand vizir et lui dit: chacune de ces pierres vaut à elle seule 10 fois plus que ma fortune tout entière. Que dis-tu d'un tel cadeau? Que dois-je répondre? Je dois reconnaître que le présent est digne de la princesse, répond le vizir à contre-cœur. Mais je pense qu'il serait prudent d'attendre quelques mois avant de vous prononcer, car je suis très soupçonneux quant à l'origine de ces pierres. Rentre chez toi, bonne femme, reprend le sultan, et dis à ton fils que j'accepte sa requête, mais qu'il lui faudra attendre 3 mois, car il me faut le temps de faire tous les préparatifs aussi. Reviens au bout de ce temps-là. La mère débordante de joie se dépêche de rentrer pour annoncer la bonne nouvelle. Cette nuit-là, Aladin s'endort le cœur léger, en remerciant Dieu de sa bonté. Mais il ne sait pas que le grand vizir est prêt à tout pour l'empêcher d'épouser la princesse, car lui-même a un fils qu'il veut marier à la fille du sultan afin qu'il monte un jour sur le trône. D'ailleurs, le sultan ne lui a-t-il pas promis la princesse pour son fils bien avant que la mère d'Aladin ne se présente? Va-t-il laisser un inconnu gâcher ses plans? Le grand vizir sait ce qu'il lui reste à faire. Le sultan devient vieux et il perd un peu la tête. S'il n'entend plus parler d'Aladin pendant quelque temps, il oubliera sa promesse. Alors il pourra même le convaincre habilement que son propre fils est plus digne d'épouser la princesse Badroulbouder. Le vizir ne perd pas de temps. Le plus important dans la préparation d'un mariage est la procession qui à travers la vie. Se rendre jusqu'au palais du sultan. Le grand jour arrive, des soldats et des gardes en uniforme de cérémonie défilent dans les rues, tandis que la population s'active à allumer des lampions et à jeter des fleurs. Aladin ne sait rien de tout cela, car il ne quitte pratiquement pas sa chambre, comptant les jours qui lui séparent de sa chance. Pourtant, ce soir-là, il s'aventure dans les rues et, étonné de voir la ville en fête, demande quelle est la raison de cette agitation. Nous célébrons aujourd'hui le mariage du fils de grand vizir avec la princesse Badroulbouder, étranger, lui répond-on. Nous attendons que l'époux sorte du bain pour l'accompagner jusqu'au palais. Aladin n'attend pas plus longtemps. Il court jusqu'à sa chambre, prend la lampe qu'il avait cachée et fit glisser ses doigts sur le bronze. « Que désirez-vous, maître ?» demande aussitôt le génie. En ce moment même, la procession du mariage de la princesse Badroulbouder marche vers le palais du sultan. Je veux prendre la place de prétendant. Mène le fils de vizir chez lui et enferme-le. Procure-moi aussi les mêmes vêtements que les siens.
Il sera fait selon votre désir, maître, répond l'esclave de la lampe. En un clin d'œil, Aladin est habillé et parfumé comme un prince et transporté au palais. La procession arrive à hauteur des portes de Pali et personne n'a remarqué la substitution. Seul le sultan et le grand vizir s'étonnent à la vue de ce mystérieux étranger. Aladin se jette aux pieds du sultan. Monarque au-dessus des monarques du monde, commence-t-il, je viens au sujet de la promesse que vous avez faite à ma mère. Le sultan, irrité, se tourne vers le grand vizir. Je me souviens, dit-il, ce doit être cet Aladin. Toi, mécréant, tu voulais que ton fils prenne sa place. Je pensais seulement à votre intérêt, dit le vizir, furieux de la tournure des événements. Et si vous voulez bien me permettre ce conseil, demandez à cet homme une dot digne de la princesse. Vous ne savez même pas quelle est sa fortune. Le sultan réfléchit un moment et dit « Notre coutume, Aladin, est d'exiger une grosse dot pour une princesse. Pour ma fille, je demande 40 plats d'or fin remplis de pierres précieuses. À cette seule condition, je te donnerai ma fille. » Que Sa Majesté attende un instant, je reviens avec la dot qu'elle demande, répond Aladin, au grand étonnement des personnes présentes. En hâte, il rentre chez lui. Un instant plus tard, on le voit apparaître dans la rue, suivi de 40 servantes, chacune portant sur la tête un plat du plus bel or, rempli du plus beau joyau. Il s'est procuré tout cela grâce à sa lampe magique. Quelle magnifique procession! Aladin marche en tête sur un superbe cheval arabe, suivi de sa mère, habillée comme une reine et accompagnée de 12 esclaves. Des cavaliers les suivent, jetant à la foule émerveillée des milliers de pièces d'or. Le sultan peut à peine en croire ses yeux. Il vient lui-même à la rencontre d'Aladin, l'embrasse comme son propre fils et n'écoutant plus les avertissements jaloux de son vizir. Il donne l'ordre de commencer les festivités. En un instant, la musique retentit et le sol se mit à trembler sous les pieds des danseurs. Le palais ruisselle de lumière et tout le monde s'amuse. Le sultan, à qui Aladin a plu tout de suite, appelle ses juges et ordonne que le contrat de mariage soit signé sur le champ. Une fois la chose faite, Aladin se lève et demande la permission de se retirer. « Où voulez-vous aller, mon fils ?» lui demande le sultan. « Aujourd'hui est un grand jour et votre épouse vous attend. » Sa beauté est telle qu'elle mérite davantage que ce que j'ai pu lui donner jusqu'à présent, répond Aladin. J'ai décidé qu'avant le lever de jour, j'aurais fait construire un palais digne de recevoir la princesse. J'aimerais que vous choisissiez vous-même l'emplacement de notre future demeure. Choisissez la partie de mon royaume qu'il vous plaira, si vous pensez que c'est nécessaire. Dit le sultan, mais vous n'avez pas besoin d'un palais,
car à partir de ce jour, celui-ci est le vôtre. La princesse Badroulboudour tombe éperdument amoureuse d'Aladin dès qu'elle le voit, et les festivités de leur mariage durent 40 jours et 40 nuits dans le plus grand apparat. Le grand vizir, voyant que sa cause est perdue à jamais, ne tente plus d'empêcher leur bonheur. Ils auraient donc pu vivre parfaitement heureux si quelque part le terrible magicien ne s'était un jour souvenu d'Aladin. Encore une fois, du fin fond de l'Afrique, il décide d'essayer de rentrer en possession de la lampe merveilleuse et de savoir ce qu'il est advenu de cet Aladin qu'il a emprisonné dans la trappe. Il s'installe donc devant ses instruments et prononce la formule magique. Quelle n'est pas sa surprise de voir qu'Aladin vit comme un prince et qu'il a épousé la fille du sultan lui-même. Il entre dans une colère terrible, criant et gesticulant comme s'il était possédé par le diable, tout en se demandant comment lui dérober la fameuse lampe, car il est sûr que le fils d'un misérable tailleur n'a pu devenir gendre du sultan sans l'aide des pouvoirs magiques de la lampe. Il se décide à agir et sans perdre une minute, il frotte son anneau magique. En un éclair, le voilà, transporté dans la ville, même où vit Aladin. Il se promène dans les rues, questionnant les passants. Bientôt, il sait tout ce qu'il veut savoir sur Aladin et son palais. Alors il achète une douzaine de lampes neuves et commence à arpenter les rues en criant. Qui veut échanger une vieille lampe contre une neuve? Qui veut échanger une vieille lampe contre une neuve? Les citadins, pensant que le camelot a perdu la raison, profitent sans chercher davantage de cette offre inespérée. Le magicien échange en souriant lampe après lampe, tout en se rapprochant du palais d'Aladin. Quand il arrive aux portes du palais, il ne lui reste plus qu'une lampe. Une lampe neuve contre une vieille, crie-t-il sous les fenêtres d'Aladin. Il apprit qu'Aladin et son épouse ne sont pas au palais, ainsi ne craint-il pas d'être découvert. Il tremble d'émotion lorsque l'un des esclaves du palais ouvre la fenêtre et lui crie. « Attends un instant, notre maître a une très vieille lampe dans sa chambre. Je crois qu'il serait bien content si on la lui changeait pour une neuve. » Le magicien n'en croit pas ses yeux. L'esclave lui donne contre une neuve la lampe merveilleuse qu'il désire depuis si longtemps. Dès qu'il l'a entre les mains, il se hâte de quitter la ville. Puis il attend que la nuit tombe et que le palais soit endormi. Alors il frotte la lampe et le génie lui apparaît. « Maître, que désirez-vous » demande-t-il. « Je veux que le palais d'Aladin ainsi que la princesse soient transportés chez moi, en Afrique. Mais je veux qu'Aladin reste ici. Il s'expliquera lui-même avec le sultan, » dit-il avec un rire mauvais. La nuit est sans étoiles et sans lune. Tout à coup,
sans que personne ne s'en aperçoive, le palais s'élève dans le ciel, ne laissant à la place qu'une vaste surface de terre battue. Le matin, quand le sultan se réveille, il regarde comme il en a l'habitude, vers le palais d'Aladin. Mais ce jour-là, il ne peut en croire ses yeux. Est-il en train de rêver? Et là non, on aurait dit qu'un énorme coup de vent a balayé la terre et a tout emporté. À la place du palais, il n'y a plus qu'un espace vide. Horrifié, le vieux sultan fait appeler son grand vizir. « Dis-moi ce que tu vois » lui ordonne-t-il en ouvrant la fenêtre. « Majesté, le palais du prince a disparu » s'écrie le vizir stupéfait. Puis se tournant vers le sultan, il ajoute « Si seulement vous m'aviez écouté, j'ai toujours pensé que cet Aladin avait usé de moyens malhonnêtes et de magie pour épouser votre fille. Il faut l'attraper, le punir sévèrement et le forcer à s'expliquer. » Le sultan, la vieille encore si attentionnée pour Aladin, ne pense plus maintenant qu'à se venger. « Il faut qu'il souffre les pires tortures » crie-t-il, fou de rage, lancer les regards à sa recherche, qu'on fouille toute la vie pour le retrouver. Il ne cherche pas longtemps. Aladin dort profondément près d'un buisson. On l'amène devant le sultan, fou furieux, et lorsqu'il est jeté dans le plus noir et le plus profond cachot, il n'a toujours pas compris ce qui lui arrive. Il est là, impuissant, sans défense. Très loin au-dessus de lui, il entend la voix du sultan. « Je te donne 4 jours et 4 nuits. Si d'ici là la princesse Badroulbouder n'est pas revenue, je te ferai couper la tête. » Aladin l'écoute le cœur serré. Où donc est sa chère princesse? Il réfléchit longtemps à sa mystérieuse disparition et à la non moins mystérieuse disparition de son palais. Il comprend enfin que seul le magicien peut être l'auteur de ce crime. Mais comment le retrouver maintenant qu'il n'a plus sa lampe merveilleuse? Tandis qu'Aladin souffre dans sa prison, le magicien fit sa cour à la pauvre princesse Badroulbouder. « Rien ne sert de pleurer, belle princesse. Vous ne reverrez jamais Aladin. » lui répète-t-il sans cesse. « Maintenant que je vous ai fait amener ici, en Afrique, vous et votre palais, personne n'osera plus essayer de vous enlever à moi. Je vous ai choisi pour épouse et ce soir je viendrai vous demander votre main. Si vous refusez de me prendre pour époux, malheur à vous, » ajoute-t-il d'une voix menaçante avant de la quitter. La princesse se cache tout d'abord la tête dans les mains et se met à pleurer. Puis, il imagine un plan. Si Aladin est impuissant, sans le secours de sa lampe, elle, au moins, peut agir. Ce soir-là, elle met sa plus belle robe, s'enduit des plus riches parfums et ordonne qu'on prépare un somptueux festin, accompagné des vins les plus forts. Puis, elle s'assoit et attend le magicien. Elle l'accueille avec son plus doux sourire. « Vous êtes mon maître, lui murmure-t-elle
en se prosternant devant lui. Le magicien ne peut détacher les yeux de la merveilleuse princesse. « Je vois que vous avez pensé à ma proposition. » Commence-t-il, mais elle ne le laisse pas terminer. Il l'invite à se mettre à table, lui offre un verre de vin. La soirée passe, la princesse parle, rit, dit 1000 bêtises et le magicien ne cesse de boire. « Je sais, mon maître, dit enfin la princesse, que votre pouvoir dépasse de loin celui de tous les rois du monde. D'où le tenez-vous? De cette lampe, bégayait le magicien, sortant de sa robe la lampe merveilleuse. Il me suffit de la frotter ici et... Il ne peut terminer sa phrase. Il glisse lourdement sur le sol et se mit à ronfler. La princesse n'attendait que cet instant. Elle attrape la lampe et la frotte comme le magicien lui indique. « Que désirez-vous, maîtresse ?» demande le génie qui est si grand et si impressionnant que la princesse en est terrifiée. Envoie ce magicien en enfer et revient tout de suite, commande-t-elle, reprenant courage. Le géant s'empare immédiatement du magicien et disparaît pour reparaître une seconde plus tard. « Vous n'entendrez plus parler de ce magicien, dit-il. Désirez-vous autre chose, princesse? Ramenez ce palais où il était. » La lampe, une fois de plus, réalise les désirs de la princesse. Avant que le coq ne chante, Aladin est libéré et rendu à sa princesse. Le sultan se réjouit avec eux et Aladin oublie bien vite les souffrances du cachot. Mais à partir de ce jour, la lampe disparaît et on n'entend plus parler. L'intelligente princesse l'a cassée en 1000 morceaux. Elle en a brûlé une partie, enterré une autre et jeté le reste à la mer. Ainsi agit-elle car elle craint l'envie et le désir de pouvoir qui sont souvent plus forts chez les hommes que la bonté.